Bonsoir à tous, nous sommes ensemble pour notre émission politique, les politiques face à la crise. Ce soir, nous partirons du côté de la commune de Bouillante avec le maire Thierry Abelli. Mais juste avant, au nom de l'équipe de Canal 10, au nom de la direction, j'aimerais souhaiter nos sincères condoléances à Victorin Lurel qui a perdu son fils. Donc vraiment les condoléances de toute notre équipe de Canal 10. Et puis beaucoup de courage à toute la famille, beaucoup de courage à Victorin Lurel. Voilà donc Thierry Abelli, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Écoutez, tout comme vous, je m'associerai à vous et à Canal 10 pour adresser mes sincères condoléances à Victorin Lurel et à son épouse pour la tragique perte de son fils unique. Ouais. Voilà, donc une triste nouvelle, c'est vrai, pour débuter cette émission. Mais au-delà de tout cela, Thierry Abelli, nous nous rapprochons sûrement vers cette date, je dirais, fatidique, cette date du 11 mai. Alors une date qui fait déjà couler beaucoup d'encre et bien sûr nous en parlerons avec vous. Et un petit peu de ce qui a été avancé, annoncé par le Premier ministre Édouard Philippe. Alors, de manière globale, qu'avez-vous pensé de son discours? Qu'avez-vous pensé du positionnement du gouvernement concernant cette pandémie du coronavirus, la France qui s'oriente vers un déconfinement? Alors, je crois que ce déconfinement est attendu par tous depuis un certain temps. Je veux dire, ça fait bientôt 2 mois que la France, et en tout cas la Guadeloupe aussi, est confinée dans des situations qui parfois peuvent être difficiles pour les familles, les enfants qui sont éloignés des cours, les parents, enfin les chefs de famille qui sont éloignés de leur emploi. Donc on peut comprendre qu'effectivement tout le monde commence à en avoir marre. Et puis au-delà de tout cela, je crois que la crise économique qui s'annonce, qui est déjà là, mais en tout cas qu'on va réellement commencer à vivre, je crois que le gouvernement souhaite en tout cas repartir le plus tôt possible. Je crois que quand on regarde un petit peu l'évolution en tout cas de la maladie par rapport aux cas déclarés, on voit qu'il y a une stagnation, parfois même une baisse, donc c'est tout à fait normal que l'on commence à réfléchir au déconfinement. Évidemment, ce déconfinement ne doit pas se faire dans n'importe quelle condition. Il ne s'agit pas de se dire, ça y est, tout est passé, c'est derrière nous, pour éviter qu'on ait une seconde vague, comme dans certains pays. Donc il faut que ça soit réfléchi, il faut que ça se fasse en douceur, mais permettre aussi à la population de pouvoir retrouver une certaine forme de liberté. Alors justement, ce déconfinement, on va dire, fait aussi peur que ce virus, puisque certains pensent que c'est trop tôt, certains se disent que les conditions ne sont pas réunies pour aujourd'hui parler de déconfinement et surtout, on peut se projeter dans les pays où il y a eu des confinements et où, pour certains, il y a eu quand même une prolifération du virus. Alors, que pensez-vous? Est-ce trop tôt? Est-ce qu'on peut aborder cette question de cette manière-là? Honnêtement, quand je regarde l'évolution, en tout cas, je parle pour la Guadeloupe, où on voit le nombre de cas qui se stabilise, le nombre de patients qui est en réanimation qui diminue, etc., je pense qu'il est temps de commencer à parler du déconfinement. Alors pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut renvoyer les gens, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, dans des conditions, j'allais dire, qui pourraient remettre en cause la sécurité et la santé. Je crois que d'ailleurs, en tout cas si j'ai bien compris, le déconfinement ne veut pas dire laisser derrière soi les gestes barrières, laisser derrière soi cette maladie-là, en tout cas ce virus qui court. Je crois qu'il a été dit qu'il faut qu'effectivement, à partir du 11 mai, que les gens... Il faut apprendre à vivre avec, c'est ce que le Premier ministre disait. Réapprendre à vivre, j'allais dire, parce qu'effectivement, nous n'avons jamais vécu comme cela. Donc il faut savoir que le virus est là, il faut réapprendre à vivre, il faut faire attention, mais il faut quand même permettre à la population de retrouver une certaine liberté. Parce qu'il y en a qui vivent très très mal ce confinement. Et je crois que d'ailleurs... Et qui ne le vivent pas du tout. Voilà, on va dire pour certains. Exactement. Et donc je crois qu'à un moment donné, au vu en tout cas de l'évolution du nombre de cas sur notre territoire, il est temps de parler de déconfinement, mais en faisant attention.
Ouais, déconfinement en faisant attention, c'est ça le plus difficile, le mot en faisant attention. Alors c'est vrai qu'on a appris les gestes barrières, on a un petit peu intégré le fait de porter le masque lorsqu'on est à l'extérieur et tout cela, mais au quotidien, est-ce que pour vous ça va être facile quand bien même on a porté le masque de temps en temps lorsqu'on était sorti? Non, ce ne sera jamais facile. Vous savez, vivre quand vous êtes en public avec un masque sur le visage, c'est pas quelque chose de très naturel. Déjà, ça peut poser problème pour certaines personnes qui ont du mal à supporter un masque sur le visage par rapport à la respiration. Deuxième chose, c'est que nous sommes un peuple, nous aimons nous toucher, nous aimons tout l'opposé de cette distanciation sociale qu'on nous impose ou qu'on nous conseille. Donc forcément, le réflexe, ça va être de dire, ben voilà, ça fait 2 mois que j'ai pas vu les gens. Le réflexe, ça va être de dire, on se rapproche des gens. Donc il faut effectivement toujours penser que non, il ne faut pas perdre ces habitudes-là. Donc ce ne sera pas facile, mais il va falloir qu'on y aille, puisqu'on ne peut pas laisser les gens chez eux ad vitam aeternam jusqu'à ce qu'on n'entende plus parler de ce virus-là. Il faut faire comme les autres, comme en Chine, qu'on prenne de nouvelles habitudes. Et puis surtout, je crois que la plus grosse difficulté, ça a été, en tout cas la plus grande inquiétude, ça a été j'allais dire les conditions du déconfinement, puisqu'effectivement le déconfinement est souhaité par tous, mais il ne s'agit pas de nous lâcher dans la nature sans savoir qui est contaminé. Donc ce sont les fameux tests que chacun réclame. C'est le fait d'avoir un approvisionnement sur notre territoire en masques, puisqu'il y a encore quelques semaines, c'était encore difficile. Je prends le cas de Bouillante, j'ai commandé près de 20 000 masques. Bon, je n'ai pas de lisibilité sur la livraison effective. Tout ce qu'on me dit, c'est que ouais, c'est déjà acheté. Combien est-ce que vous avez commandé? Près de 20 000, à peu près. 20 000. Voilà. Et donc du coup, écoutez, donc c'est sûr que par rapport à tout ça, donc il faut qu'une fois que les gens seront déconfinés, qu'il faut qu'il y ait la logique derrière, c'est qu'il n'y ait pas de rupture en masque, qu'il n'y ait pas de rupture en gel hydroalcoolique, et que les gens continuent à avoir les réflexes qu'on leur a inculqués depuis bientôt 3 mois, à savoir appliquer les gestes barrières. Alors sur les tests, il y a aussi un débat où il est dit qu'à l'instant T, on peut ne pas être porteur du virus, mais le jour d'après ou quelques jours après, on peut effectivement être positif. Et c'est ça aussi qu'on n'arrive pas à bien saisir et cette question à bien l'aborder aussi, de test. Alors certains sont pour, certains disent oui, ça ne servira pas à grand-chose, puisque bon, c'est juste en l'instant T, mais après on ne sait pas. Que pensez-vous? Je pense que quand même ça donne une idée. En tout cas, si on doit fréquenter des personnes de manière récurrente, ça peut être intéressant, voire même nécessaire, de connaître leur sérologie par rapport à ce virus. C'est sûr que voilà, si on fréquente des gens, on croise des gens dans la rue, on ne va pas savoir réclamer s'ils sont testés ou pas, mais je crois que serait-ce par exemple sur son lieu de travail, les gens qu'on fréquente ou qu'on côtoie, ça peut être intéressant de savoir quelle est la situation de la personne, pour savoir un petit peu. Ça va être comme un passeport. Voilà, j'ai fait le test, je suis négatif. Non, il ne faut pas le voir comme ça, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, on peut être testé négatif aujourd'hui et être positif demain. Donc le test ne veut pas dire ça y est, c'est bon, on y va. Le test permet simplement d'adapter sa posture, ou peut-être de savoir, en tout cas rassurer les liens entre les personnes. On peut s'exprimer comme ceci. Rassurer. En tout cas, êtes-vous rassuré à l'heure où on parle? Je ne dirais pas que je suis rassuré, je suis quelqu'un de relativement pragmatique. Je considère que voilà, il y a un virus qui circule. On a des statistiques, en tout cas sur l'évolution, même si ça ne reflète pas la réalité, puisque on a l'occasion de le dire. Les chiffres qui sont annoncés, ce sont les chiffres déclarés, en tout cas qui ont été constatés au niveau de l'administration. Mais dans la réalité, il y a plus de cas. En tout cas, ce qui est important, c'est de noter qu'au niveau des hôpitaux, et en particulier en réanimation, le nombre d'admis diminue. Donc, ce qui voudrait dire, en tout cas, ce qui signifie à mon sens que le nombre de cas graves diminue. Moi, je considère que par rapport à cette évolution-là, il faut simplement qu'on fasse attention. On ne va pas arrêter de vivre autant par rapport à ce virus. On va continuer à vivre, il faut qu'on aille de l'avant, il faut que l'économie reparte, il faut que tout le monde reprenne son travail, l'école, etc. Mais en faisant attention et en créant les conditions pour que les gens se sentent rassurés, d'une part, mais au-delà de se sentir rassurés, que les gens soient en sécurité.
Comment ça s'est passé chez vous, ce confinement, ce couvre-feu? Est-ce qu'on peut dire que vous avez une population plutôt disciplinée? Oui, très disciplinée, puisque j'ai eu les retours de la gendarmerie qui me disaient que Bouillante faisait partie des communes où les gens respectaient plus les mesures de confinement. On a une population, pareil, qui a compris que voilà, que c'était une maladie qui était déjà chez nous. C'est vrai que si on avait eu le choix, on aurait fait en sorte qu'elle n'arrive pas, mais en tout cas, elle est arrivée. La population l'a compris. On a respecté au maximum le confinement, les mesures de confinement, les gestes barrières. Alors ça ne veut pas dire que Bouillante n'a pas été contaminée. Je veux dire, quand on regarde, eu des cas chez vous? On a eu des cas, il y avait des gens qui étaient partis en croisière. Et puis de toute façon, j'allais dire, le virus, il circule, il ne connaît pas les frontières, les limites territoriales. Donc forcément, nous avons eu des contaminés. Mais c'est vrai que globalement, la population a vécu ça avec certains, j'allais dire... Ils ont compris que c'était nécessaire. Plus on respectait les mesures de confinement et les gestes barrières, et plus vite on pouvait retrouver notre forme de liberté, si je peux m'exprimer ainsi. Ouais, vous avez bien dit, une forme de liberté. Mais forcément, parce que on n'a pas une totale liberté, puisque aujourd'hui, à partir du 11 mai, on est autorisé à se déplacer sans attestation, mais pour autant, on ne pourra pas faire ce qu'on veut. Vous n'avez qu'à voir aujourd'hui, quand vous rentrez dans certains magasins, on vous impose le port du masque, sinon vous ne rentrez pas. Donc quelque part, quand bien même vous ne voudriez pas porter un masque ou que vous êtes quelque part intolérant à porter un masque, voilà, vous perdez quelque part vous perdez une partie de votre liberté. Ouais. On a perdu déjà une bonne partie, je dirais, de la liberté. On verra quelle est cette partie qu'on va retrouver après le 11 mai. Alors là où vous êtes vraiment impliqué et où il faudra peut-être s'arrêter, c'est sur l'ouverture des écoles. Alors vous êtes très très attendu, vous élus, sur cette partie-là, puisque le gouvernement dit les maires ont carte blanche pour pouvoir organiser au niveau de leur territoire. On n'a pas carte blanche pour organiser, parce que c'est vrai que ça aussi pareil, il faut rétablir une certaine forme de vérité. Les maires ne sont pas responsables de l'organisation des cours. Les maires sont responsables de la mise à disposition des locaux pour que l'éducation nationale organise les enseignements pour les enfants. Les maires ont la responsabilité d'organiser la restauration, d'entretenir les locaux, c'est uniquement là notre rôle. Donc il faut éviter en tout cas de continuer à faire penser à la population que c'est les maires qui réouvrent ou ferment les écoles. Alors le gouvernement l'a dit, que de toute façon, nous faisons confiance aux maires, ils vont pouvoir organiser sur leur territoire. Peu importe, en tout cas, pour ce qui concerne mon exemple, j'ai été très tôt, j'ai été très clair sur ma posture et la position là-dessus. J'ai dit, voilà, je suis conscient que les enfants doivent retourner à l'école le plus rapidement possible, puisque ça crée, c'est-à-dire qu'au-delà de la distanciation sociale, on a quand même des gamins qui sont totalement écartés. Et j'allais dire, il est plus qu'urgent que ces enfants-là, en tout cas que tous les enfants retrouvent le chemin de l'école. Mais pour autant, ça ne doit pas se faire dans n'importe quelle condition. Il ne s'agit pas pour moi, Thierry Abelli-Bouillante, d'envoyer mon personnel, puisqu'il va falloir que je mette à disposition du personnel pour assurer l'entretien des locaux, pour assurer l'animation au niveau de la pause méridienne, pour assurer le nettoyage des locaux, etc. Il ne s'agit pas d'envoyer mon personnel dans une situation où il risque d'être en danger. Deuxième chose, si les Bouillantais m'ont fait confiance en 2014 et m'ont renouvelé de manière la plus franche qui soit la confiance au mois de mars 2020, je me sens responsable de la population de Bouillante et par conséquent, même si c'est l'éducation nationale qui organise les cours, je me dois de regarder si les conditions dans lesquelles les cours sont organisés sont de nature à garantir la sécurité des jeunes Bouillantais. Et quand je mets dans la balance ces deux éléments-là, au regard d'ailleurs des contraintes qui sont liées à la réouverture des écoles, c'est-à-dire qu'on vous demande de nettoyer régulièrement les salles de classe, vous ne savez pas comment vous allez organiser la pause méridienne, qui est un temps durant lequel les enfants sont censés à être en lien, être connectés, à jouer ensemble, etc. Donc il y a plein d'incertitudes. Je vous ai parlé des masques que j'ai commandés, que je n'ai toujours pas. Et donc par conséquent, je ne sais pas si je serai dans la possibilité de garantir, en tout cas, la fourniture à mon personnel, mais de matériel de protection, etc., etc. Et puis autre chose, c'est qu'aujourd'hui, moi, mon personnel est confiné depuis le 17 mars.
je ne connais pas la situation sérologique de mon personnel. Si ça se trouve, il y en a qui sont malades. Parmi eux, pareil, je ne connais pas leur niveau de vulnérabilité. Peut-être qu'il y en a qui présentent ce qu'on appelle dans leur jargon des comorbidités qui font que ce sont des gens qui seront très vulnérables à ce risque corona et que par conséquent, ce personnel ne pourra pas assurer des missions habituelles sur lesquelles ils sont. On parle des personnels, par exemple, qui font le nettoyage, des personnels qui encadrent les enfants, etc. Donc j'ai plein d'incertitudes par rapport à l'organisation et pour ces raisons-là, j'ai dit au rectorat très clairement que Bouillotte ne réouvrira pas le 11 mai, que nous allons continuer à voir, à évaluer toutes les choses. D'une part, quand mon personnel va reprendre à partir du 11 mai, si effectivement le déconfinement est confirmé, à ce moment-là, j'aurai plus de visibilité sur les moyens humains dont je dispose, les moyens matériels, puisque comme je vous ai dit, peut-être qu'entre-temps, j'aurai l'assurance de la livraison des masques, etc., etc., etc. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là, on sera en mesure de dire, en tout cas pour Bouillotte, quand est-ce qu'on ouvrira. Mais en tout cas, on s'est engagé à ouvrir au plus tard en septembre. Donc, au plus tard en septembre. Il faut quand même préciser que vous êtes responsable de la salubrité au niveau de votre territoire. Oui, bien sûr. Donc, vous avez quand même une grosse responsabilité par rapport à tout cela. Bien sûr. C'est bien pour ça d'ailleurs que j'assume cette responsabilité et que j'ai pris la décision que je viens d'évoquer concernant la réouverture des écoles. Est-ce que vous êtes, vous les maires, en phase sur cette question-là d'ouverture ou pas, ou est-ce que y en a qui sont pour, d'autres sont contre? Et mais je crois qu'il ne faut pas toujours vouloir opposer les élus entre eux. Nous avons été élus sur un territoire. Le territoire de Bouillotte n'est pas le même que Vieux Habitants, n'est pas le même que Petit-Bourg, etc. C'est vrai qu'effectivement, il y a quelques maires qui ont souhaité réouvrir, mais la problématique est quand même la même. Problème d'eau, les enfants, comment maintenir, comment leur expliquer les gestes barrières. Alors, le gouvernement parle bien sûr de volontariat, pas de masque pour les enfants du primaire. Ça fait quand même beaucoup d'incertitudes et surtout beaucoup de responsabilités au niveau des maires. Donc ce n'est pas vous opposer, mais est-ce que vous avez discuté? Il y a une plateforme pour les maires pour que vous puissiez discuter entre vous, voir un petit peu les tenants et les aboutissants de la chose. Il y a l'association des maires qui est l'instance dans laquelle on peut échanger, mais il y a eu aussi les deux réunions de la conférence territoriale de l'action publique qui se sont déroulées, d'une part celle d'aujourd'hui et celle d'il y a une semaine, où on a échangé et vous avez eu le résultat où il y a un consensus pour dire que la quasi-totalité des communes ne permettront pas la réouverture des écoles. Il y en a 3 quand même qui... Oui, il y a 3 communes qui ont décidé de réouvrir. Bon, j'imagine que ce sont des maires qui ont considéré que les conditions étaient réunies. Terre de Bas, Petit-Bourg et Goyave, c'est ça? De mémoire, oui, c'est ça. Mais pour autant, j'allais dire, ce sont des décisions qu'il faut... que je n'ai pas commenté, j'allais dire. Ce sont des décisions des maires. Ils ont pris leur décision. J'imagine, j'ose imaginer qu'ils ont des raisons d'avoir été dans ce sens-là. Et puis voilà, il faut regarder comment ça va se passer. Bon, en tout cas pour Bouillotte, je considérais que je n'ai pas les moyens de garantir la sécurité. Donc par conséquent, c'est la raison pour laquelle je ne trouve pas. Il ne s'agit pas de dire essayer de faire comme la Martinique ou comme la Guyane, de dire ouais, on part directement en septembre. C'est tout simplement par rapport à une réalité que je ne suis pas en mesure de garantir. Et donc par conséquent, j'ai dit pour le moment, je n'ouvrirai pas. Non, c'est vrai que beaucoup avancent septembre et se disent mais pourquoi ne pas attendre septembre puisqu'il y a les vacances au mois d'août, déjà dès le mois de juillet, donc nous sommes au mois de mai, pourquoi ne pas attendre septembre et pouvoir analyser la situation, voir venir les choses? J'allais dire, les réflexions dans ce domaine-là, je considère qu'elles se valent toutes. À la différence près, c'est que je considère que celles et ceux qui n'ont pas les moyens de garantir la santé et la sécurité de leur personnel et des enfants qui fréquenteront leur établissement, je considère que ceux-là doivent dire qu'ils ne sont pas en mesure d'ouvrir le 11 mai. S'il y en a qui considèrent qu'ils peuvent apporter la garantie, ça ne me pose pas de problème que ce soit réouvert. Oui. Chez vous, à Bouillotte, est-ce qu'il y a un problème d'eau?
Globalement, non. Alors, ça peut arriver qu'on ait des problèmes d'eau, par exemple, puisqu'on a un seul point de captage sur le territoire qui est, j'allais dire, vulnérable par rapport aux grosses pluies qu'il peut y avoir dans la montagne, puisque quand il pleut de trop, la rivière transporte des matières en suspension qui font que la production est obligée d'arrêter. Bon. Mais sur la période du confinement, globalement, on n'a pas eu tant de coupures que ça, en tout cas. Les coupures qu'on a eues, c'est sur des zones bien précises où on a des difficultés purement techniques, que je m'attache d'ailleurs à résoudre, et que j'espère que je serai en mesure de résoudre avant la fin de l'année en tout cas. Mais globalement, par rapport à ce que connaissait Bouillante il y a encore quelques années, en termes d'alimentation en eau, évidemment, c'est toujours compliqué pour celles et ceux qui n'ont pas d'eau, mais globalement, par rapport à une situation antérieure qu'on a connue, on peut dire que c'est satisfaisant. D'accord. Concernant le personnel communal, est-ce que tous les services reprendront au mois enfin, le 11 mai, ou est-ce qu'il y aura un aménagement au niveau des horaires, etc. Non, de manière progressive. Vous ne pouvez pas passer, en tout cas c'est mon point de vue, vous ne pouvez pas passer d'une situation où les services ont été arrêtés pendant pratiquement 2 mois. Voilà, depuis le 17 mars, les services ne fonctionnent pas. Sauf, j'allais dire, de manière, certains services bien particuliers, l'état civil, les services techniques, cas par cas, quand il y a des problèmes de salubrité, etc. Bon, on peut difficilement dire, voilà, le 11 au matin, tout le monde sera là. Donc il faut d'abord que les cadres rentrent, plus quelques personnes, qu'on fasse un diagnostic, qu'on voit un peu comment organiser. D'ailleurs, les services sont en train de travailler là-dessus pour voir un peu comment on fait rentrer progressivement le personnel, de manière à ce qu'effectivement, au plus tard, à la fin du mois de mai, tout le personnel fonctionne en ayant garantie. Toujours la sécurité. La sécurité du personnel, puisque c'est de ma responsabilité. D'accord, donc progressivement, vous dites, au niveau des entreprises sur votre territoire, qu'est-ce qu'il en ressort? Est-ce que, écoutez, on va dire qu'il y a une grosse inquiétude pour ces chefs d'entreprise? Sur Bouillante est quand même une commune touristique, donc notre économie est tournée sur le tourisme, même la ville d'ailleurs. Je rappelle que le stationnement payant qui fait rentrer quelques subsides dans les caisses de la ville, la taxe de séjour, voilà, tout ça est lié, j'allais dire, à l'activité touristique. Donc forcément, le secteur du tourisme sur mon territoire est totalement sinistré. Et donc, évidemment, les chefs d'entreprise dans ce domaine-là attendent de la part de l'État, des collectivités majeures, et voire même de la part de la ville de Bouillante, en tout cas pour chacun en ce qui nous concerne, des aides, en tout cas du soutien. Pour la ville de Bouillante, nous sommes prêts à faire un certain nombre d'accompagnements. Nous avons commencé déjà d'ailleurs, puisque nous avons mis en place une cellule pour les accompagner dans l'élaboration des demandes d'aide qui auprès de l'État, qui auprès du département de la région. Et à titre personnel, j'allais dire, au niveau de la ville même, on est en train d'étudier les conditions pour que les entreprises... Aider financièrement les entreprises? Oui, bien sûr. Alors, sous forme, ce ne sera pas forcément des aides directes, mais par exemple, les entreprises qui sont sur la plage, les droits de place, les loyers, ce genre de choses, les accompagner pour que cette période difficile se fasse en douceur. Évidemment, ça nécessitera des sacrifices de la part de tout le monde, parce que vous imaginez bien que nous, avec les pertes de recettes qui de l'Antoine Maire, qui la taxe sur le carburant, qui la taxe de séjour qui le stationnement et compagnie, plus ce qu'on va faire à l'adresse des entreprises qui sont directement en lien avec l'activité touristique et qui génèrent des recettes au niveau de la ville, ce sont des manques à gagner. Et par conséquent, effectivement, tout le monde devra se serrer la ceinture et être solidaire, j'allais dire. Dans ce tout le monde, vous pensez à qui? Je pense aussi à la population. Ça veut dire que les programmes d'investissement que nous avons prévus, le programme d'animation qu'on avait prévu ou qu'on avait envisagé sur l'année, il va falloir qu'on lève le pied dessus, parce qu'il va falloir qu'on soit solidaire et qu'on aide tout le monde à passer ce cap difficile. Et il faut surtout aller en vérité avec la population, dire ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Vous pouvez compter sur moi, d'ailleurs, je crois que c'est une des raisons pour laquelle la population me fait confiance, c'est que je sais dire les choses, même quand elles ne plaisent pas, je sais y mettre les formes, en tout cas je sais dire une certaine vérité.
Merci, nous nous retrouvons d'ici quelques instants. Nous marquons une courte pause et puis nous revenons avec vous et aussi avec des interventions de téléspectateurs qui ont envie de vous poser des questions, certainement sur l'organisation de votre territoire à partir du 11 mai. À tout de suite. Nous revenons au sein de notre émission politique et bien sûr avec vos appels. Si vous voulez avoir des réponses à vos questions, vous pouvez le faire comme à l'accoutumée. Vous pouvez nous appeler au numéro de téléphone qui s'affiche sur l'écran de votre téléviseur. Nous avons ce soir en plateau, je le rappelle, Thierry Abelli qui est le maire de la commune de Bouillante. Thierry Abelli, alors c'est vrai que vous êtes positionné concernant l'école, pas d'ouverture chez vous. Mais il y a une problématique qui se pose. Il y a des parents qui travaillent. Alors, est-ce qu'il y a une organisation qui a été mise en place pour que ces parents puissent aller au travail, que les parents puissent reprendre, on va dire, les activités de manière sereine? En tout cas, au niveau de la ville, non. Ouais. Je veux dire, si j'étais en mesure d'accueillir les enfants pour que les parents aillent travailler, j'aurais, dans les mêmes conditions, réouvert les écoles. À partir du moment où je ne réouvre pas les écoles, pas parce que je ne veux pas accueillir les enfants, c'est tout simplement, je dis simplement qu'aujourd'hui, je ne peux pas garantir la sécurité aussi bien de mon personnel que celle des enfants accueillis. Donc c'est la raison pour laquelle les écoles ne seront pas rouvertes le 11 mai. Donc par conséquent, la ville n'est pas en mesure non plus d'accueillir les enfants des personnes qui vont travailler. Alors les crèches aussi. Écoutez, les crèches en tout cas ont été réquisitionnées par le préfet. Je l'ai entendu vous dire redonner cette information-là. Donc il existe des solutions de garde en tout cas au niveau des crèches. Bon, voilà, mais en tout cas la ville n'est pas en mesure, pour les mêmes raisons, de proposer des solutions de garde pour les enfants dont les parents travaillent. Ouais. Nous partons déjà du côté du téléphone puisque nous avons un appel de téléspectateurs. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y, nous vous écoutons. Bien, ce téléspectateur a raccroché. Nous récupérons d'ici quelques instants un autre appel. Donc, pas d'école, les services petit à petit vont reprendre. Les entreprises, vous avez dit, il y aura un système d'aide. Alors, il faut penser effectivement à cette relance économique, cette relance sur votre territoire. Est-ce que vous y avez déjà réfléchi? Alors, les touristes, bon, apparemment, on ne peut pas compter dessus, quand bien même il y aurait des personnes qui voudraient venir en vacances en Guadeloupe, puisqu'on a vu que c'était une destination prisée. Ouais. Et qui avait beaucoup de personnes qui réservaient sur la Guadeloupe. Bon, on va voir comment ça se passe. Il va falloir quand même penser à redynamisation du territoire. Est-ce que c'est trop tôt pour y penser? Est-ce que vous avez déjà quelques pistes, quelques idées pour que les choses repartent? Écoutez, le secteur du tourisme à Bouillante est un secteur relativement important. J'ai eu l'occasion de dire, le Covid-19 n'a rien enlevé sur, j'allais dire, les atouts de la destination Guadeloupe, et encore moins sur la destination Bouillante. Donc j'allais dire, une fois que la confiance sera rétablie au niveau international, je veux dire, le tourisme, en tout cas j'ai bon espoir que la destination Guadeloupe, de par en tout cas les actions qui ont été entreprises par les opérateurs, par les chefs d'entreprise et par la région, en termes de promotion, les choses redeviendront normales. C'est sûr que dans l'intervalle, aujourd'hui, c'est vrai qu'au mois de juillet-août, d'habitude Bouillante reçoit des touristes, c'est sûr qu'au mois de juillet-août, on ne recevra pas grand-chose, sinon rien. Donc il faut simplement trouver comment accompagner ces opérateurs-là. N'est-ce pas quand même une chance de ne rien recevoir? Au moins, il y a cet aspect de protection et de sécurité, parce que si un flot de touristes arrive en Guadeloupe, ça sera aussi... Évidemment, c'est la raison pour laquelle je dis que de toute façon, dans les 3, voire même 6 prochains mois, il ne faut pas escompter une activité touristique importante, puisqu'effectivement... Il faut souhaiter qu'il n'y en ait pas.
Il faut souhaiter qu'il n'y en ait pas. Je ne sais pas s'il faut souhaiter qu'il n'y en ait pas. En tout cas, il faut que ça soit maîtrisé parce qu'il ne s'agit pas, en tout cas au travers de l'arrivée massive de personnes chez nous, qu'on se retrouve avec une deuxième vague ou une troisième vague, j'en sais trop rien. Mais en même temps, il faut quand même l'activité reprenne. Donc peut-être que d'ici, dans les 6 prochains mois, on va trouver une parade qui permettra de contrôler le flux de visiteurs chez nous et permettre en tout cas que l'activité reprenne dans des conditions de sécurité qui soient satisfaisantes. Parce que là aussi pareil, je suis conscient qu'il faut protéger les populations, mais il faut quand même que l'activité économique reprenne. Donc il faut trouver un consensus, il faut trouver un équilibre qui permette en tout cas de donner les garanties pour que les gens qui viennent chez nous ne nous ramènent pas à nouveau ce virus, et en même temps pour que les populations qui vivent sur l'île puissent continuer à vivre. Oui, c'est quand même très compliqué tout ça. C'est pas simple. C'est bien pour ça qu'on demande d'inventer, en tout cas de réfléchir à un nouveau modèle de société. De réinventer un modèle de société. Et sur l'aspect économique, c'est vrai que Bouillotte, comme j'ai commencé à le dire, nous avons le tourisme qui est l'activité, le secteur principal. C'est vrai que depuis 2014, j'essaie de développer un autre secteur qui est l'agriculture un peu biologique. Et donc c'est vrai qu'il va falloir aussi qu'on y aille, c'est-à-dire qu'on diversifie un petit peu les secteurs d'activité sur nos territoires, de manière à ce que quand on a un coup dur comme celui-ci, puisque c'est vrai que c'est la première fois que la Guadeloupe, en tout cas de mémoire, que la Guadeloupe connaît un terrible arrêt en tout cas de son activité, en particulier le tourisme, de manière à ce que cette diversification nous permette en tout cas de continuer à soutenir l'économie ou à permettre de la développer. En tant que maire, qu'attendez-vous de l'État ? Que l'État assume pleinement ses responsabilités. Je rappelle qu'aujourd'hui, la santé publique, c'est une compétence régalienne de l'État. Aujourd'hui, j'ai tendance, en tout cas l'impression que j'ai, c'est qu'on renvoie tout sur les maires en disant que c'est nous qui devons garantir la sécurité de la population. J'entends même les Guadeloupéens dire mais que font les élus, etc., etc. Je rappelle que la Guadeloupe, sauf s'il y a quelque chose qui m'a échappé, fait partie de la République française. Donc si nous voulons que les élus prennent leurs responsabilités et dirigent tout dans ce pays-là, ça voudrait dire qu'à un moment donné, il faut qu'on s'interroge de notre appartenance, de notre volonté de continuer à appartenir à la République française. Pour le moment, en tout cas, les différents référendums qui se sont déroulés sur notre territoire, les Guadeloupéens, dans leur majorité, se sont exprimés pour le maintien de la République française. Et donc, par conséquent, j'attends de la part de l'État, puisque c'est son rôle, d'assurer, de garantir la sécurité de tous les Guadeloupéens, en particulier des Bouillantais. Oui, mais pourquoi est-ce que les Guadeloupéens disaient on n'entend pas nos élus? C'est surtout parce que à cette période-là, la population ne comprenait pas trop et reconnaissait que les élus étaient un peu silencieux. Alors on se demandait mais qu'est-ce qui se passait parce qu'on avait l'impression que les choses n'étaient pas vraiment... en tout cas, les élus ne s'intéressaient pas suffisamment à ce sujet-là. Pour ma part, je ne peux parler que pour moi, mais pour ma part, je n'ai pas eu cette impression-là. Moi, je me suis exprimé chaque fois qu'il était nécessaire de m'exprimer dans les compétences qui sont les miennes. Je rappelle qu'un maire n'a pas de compétences pour organiser la santé publique sur un territoire, en tout cas, sauf si on décide un jour de devenir indépendant ou avoir un statut particulier qui donne ce type de prérogatives au maire. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas, donc il faut observer et en tout cas se prononcer, en tout cas ce qui me concerne, me prononcer quand je considère que les orientations qui sont prises ne sont pas bonnes. Oui, le maire ne peut pas quand même laisser faire. Ah non, bien évidemment, c'est bien ce que je suis en train de vous dire. Quand je considère que les orientations prises ne sont pas dans l'intérêt de ma population, à ce moment-là, je dis stop. Je prends un exemple précis, la réouverture des écoles. Le gouvernement a décidé la réouverture des écoles. Moi, j'ai considéré que les conditions n'étaient pas réunies pour, même si ce n'était pas ma compétence, en tout cas la réouverture pure et simple des écoles, puisque j'ai l'occasion de le dire, nous les maires, nous devons simplement mettre les locaux et assurer l'entretien. Donc ce n'est pas nous qui décidons si on réouvre ou pas. Mais quand je considère que les conditions ne sont pas réunies, même si ce n'est pas de ma compétence, pour garantir d'une part la sécurité de mon personnel, d'autre part la santé, la sécurité de ma population, à ce moment-là, je dis stop. Aujourd'hui, que vous manque-t-il pour être totalement rassurant, en tout cas pour fonctionner de manière cohérente et surtout en sécurité? Qu'est-ce qui manque selon vous dans toute cette gestion pour que les choses se fassent en sécurité et puis de manière cohérente? Je crois qu'aujourd'hui, c'est globalement acquis les gestes barrières.
Alors la problématique de l'eau, donc effectivement il faut qu'on soit en mesure de garantir à tout un chacun d'avoir de l'eau pour se laver régulièrement les mains. Pour vous, les réquisitions étaient nécessaires? Les réquisitions étaient nécessaires, peut-être pas sous cette forme-là. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu une incompréhension qui a fait que voilà, le préfet a décidé de prendre la main. Je ne suis pas en dire que les réquisitions étaient nécessaires, puisque je ne pense pas que en discutant avec un élu local, quel qu'il soit, même si parfois on a des différends entre nous, mais en discutant avec un élu local, quel qu'il soit, dans l'intérêt de sa population, que cet élu local ne soit pas en mesure de comprendre l'intérêt et d'agir dans le sens de sa population. Voilà. Selon vous, est-ce qu'il faut maintenir le couvre-feu jusqu'au 11 mai? Oui, bien sûr. Il a démontré Pourquoi? quand même une forme d'efficacité, c'est-à-dire que honnêtement, au départ, je n'étais pas pour le couvre-feu parce que je ne suis pas pour la restriction des libertés. Je considère que la liberté, c'est quelque chose de fondamental. Évidemment, avec le respect de quelques règles, je considère toujours que sa propre liberté s'arrête là où commence celle de l'autre, mais je ne suis pas pour brimer les libertés. Mais je me suis quand même rendu compte qu'en instaurant cette forme de couvre-feu, les Guadeloupéens dans leur majorité, dans leur ensemble, ont compris que voilà, à 20h, tout le monde reste chez soi. Et je crois quand même que ça y est quand même pour quelque chose dans l'évolution, en tout cas, de l'épidémie sur notre territoire. Et je considère qu'effectivement, tant que les gens ne seront pas déconfinés, qu'il faut maintenir la mesure qui est acceptée aujourd'hui. Aujourd'hui, personne ne se pose la question. Lorsque vous êtes arrivé ici, dites-nous vraiment, lorsque vous êtes arrivé, lorsque vous avez emprunté le chemin pour arriver jusqu'ici, vous avez eu l'impression qu'il y avait eu un confinement et que... je dois avouer quand même, malgré tout, c'est une certaine réalité. Depuis une semaine, une dizaine de jours, en tout cas depuis que le président de la République avait annoncé que le déconfinement devrait intervenir le 11 mai, on remarque quand même qu'il y a un peu plus de circulation sur les routes. En journée, en soirée, je n'observe pas tellement plus de circulation qu'il y a encore 2 ou 3 semaines. Je n'ai pas la même lecture que vous. Peut-être que du côté où je circule, peut-être que du côté où vous circulez, les gens sont moins c'est pas pareil, mais j'ai vraiment vu la différence entre il y a quelque temps et depuis que le président de la République s'était exprimé concernant ce 11 mai. En journée, je confirme qu'effectivement, cette différence, elle est palpable. Ouais, puisque serait-ce que dans les magasins, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de monde qu'il y a encore 3 semaines. Quoi. Alors, est-ce que vous craignez cet après 11 mai? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a chez vous quelques inquiétudes, mais aussi est-ce qu'on peut dire que vous vous inquiétez, en tout cas vous vous interrogez sur ce qui va se passer à partir du 11 mai? Non, on peut pas. Quand on est responsable, on ne peut pas s'interroger. Je veux dire, si les responsables, ceux qui sont censés gouverner, s'interrogent de ce qui pourrait se passer, je crois qu'on aura un problème. Non, simplement, on est conscient que voilà, il va falloir qu'on soit à l'écoute de la population, qu'on fasse attention pour lui apporter toutes les garanties pour que nous ne nous retrouvions pas dans cette situation que nous avons connue il y a encore 2 mois. Et puis surtout, j'ai conscience qu'il va falloir qu'on accompagne pour que l'économie reprenne le dessus, parce que évidemment il ne peut pas y avoir de société, de vie sociale sans économie. Nous partons du côté du téléphone. Bonsoir, vous avez la parole. Allez-y. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Allez-y. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, monsieur. J'ai une question à poser. Vous avez dit que la réquisition du préfet, vous ne l'aviez pas faite comme ça, pas dans ce sens, mais s'il y a eu une réquisition du préfet, c'est parce qu'il y a eu un vide. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est ce que j'ai eu l'occasion de vous parler de la réquisition concernant l'eau, c'est ça? L'eau, bien sûr, concernant l'eau. C'est ce que j'ai dit, je ne connais pas les fonds du dossier. J'ai eu l'occasion de dire tout à l'heure, il y a quelques minutes, que je reste persuadé que, quelles que soient les responsabilités, à partir du moment où il y a une discussion, j'ai du mal à croire qu'un élu local puisse dire que non, je ne fais pas parce que ça n'a pas d'intérêt. Tout le monde est conscient, tout le monde
a pleinement conscience qu'aujourd'hui, en tout cas dans cette crise du Covid-19, que l'eau était une nécessité absolue. Le préfet disait sur Donc, ce voilà. plateau même qu'il y avait des élus quand même qui étaient réticents par rapport à cette question. Ce sont ses propos, je ne connais pas le dossier pour positionner, mais j'ai du mal à croire qu'un élu local puisse dire je ne fais pas. Et j'avais une deuxième question. Allez-y. Oui, concernant les écoles. Moi, je suis atterré, je vous dis franchement atterré de voir des écoles non fréquentées par les élèves. Après, en plus, 2 mois de grève. Je veux dire, quand on est élu, franchement, je suis vraiment atterré. Le préfet l'a dit, d'ailleurs, des écoles fonctionnent déjà en ce moment très bien, avec les habitudes qu'il faut avoir avec le Covid-19. Et de voir qu'après 2 mois de grève, où les élus ont été vraiment très très muets et silencieux sur ce sujet, s'entraîner à vouloir rentrer en septembre, c'est une catastrophe. Surtout quand on sait les résultats des élèves en Guadeloupe, le différentiel entre les résultats aux examens par rapport à l'Hexagone. C'est vraiment quelque chose qui devient impensable que des élus puissent se faire déjà sur 2 mois de grève consécutifs. Et en plus, sur ne pas ouvrir les écoles, moi, je trouve ça catastrophique. Merci monsieur. Merci pour votre question. Alors, Au revoir. Au revoir. Cher monsieur, j'entends bien et je comprends votre réaction. D'ailleurs, dans la population, vous avez des gens qui souhaitent le retour à l'école parce qu'effectivement, ils sont conscients que effectivement, les enfants ont été éloignés trop longtemps des bancs de l'école. Il y a des parents aussi pareils qui doivent reprendre le travail, qui ne savent pas comment faire, etc. Mais indépendamment de ces problèmes-là, cher monsieur, ce que vous devez savoir, et tout, c'est que il n'y a pas une volonté des maires de ne pas réouvrir les écoles. Les maires disent simplement que moi, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai été élu par la population de Mouillante, je me dois de protéger ma population. Je me dois de protéger mon personnel. Aujourd'hui, je n'ai pas les moyens de garantir la sécurité de mon personnel face à ce virus. Je n'ai pas de masque, quand bien même que j'en ai commandé. On me demande de mettre en place des protocoles que personne n'a expérimenté et que personne ne sait. Serait-ce que par exemple le fait de nettoyer les écoles très fréquemment. On demande aussi de voir comment organiser la distanciation sociale avec des enfants de 3 à 9 ans, la pause méridienne, même s'il y a une volonté de la part de mon personnel, mais je vois mal. Se laver les mains de manière régulière. Je vois mal comment mon personnel va pouvoir surveiller les 500 élèves qui figurent, en tout cas que Bouillante accueille au niveau des écoles. Enfin, plein de choses qui font qu'aujourd'hui, on n'est pas en mesure de garantir la sécurité du personnel communal et la sécurité et la santé, j'allais dire, des enfants qui vont fréquenter les écoles. Et par rapport à cela, je considère qu'en tant que responsable, je me dois de dire que non, ce n'est pas possible, quand bien même je fasse partie, je ne suis pas le seul, je fais partie des élus qui considèrent que les enfants doivent retourner à l'école. C'est ni plus ni moins, c'est pas simplement de dire que voilà, on repousse au calendrier grec parce que ça nous arrange, c'est pas du tout ça. C'est un problème de responsabilité. Nous ne pouvons pas prendre le risque qu'il y ait une nouvelle vague de la maladie qui se développe sur notre territoire, que nous nous retrouvions dans des situations où effectivement mon personnel risque de me dire même cher monsieur, vous mettez en danger ma santé alors que vous devez en tant qu'employeur me protéger, que des parents viennent me dire que oui mais cher monsieur, vous avez dans vos établissements des enfants qui fréquentent qui sont tombés malades parce qu'on n'a pas pu leur distribuer des masques, etc. Voilà les conditions. Si les conditions étaient réunies, sachez qu'à Bouillante on aurait repris. Mais je considère que les conditions ne sont pas là. Nous récupérons un autre appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Allô? Oui. Allez-y, Oui. Monsieur. Bonsoir. Bon. Bonsoir. Je dis bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Toute la Guadeloupe qui nous écoute et même plus loin. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est quelque chose d'interplanétaire. Parce que les hommes sur Terre, actuellement, ne sont pas en capacité de maîtriser les détails de la chose. Donc, il faut avoir le courage de dire que nous sommes
incapacité de maîtriser la totalité des choses. Il y a certaines personnes qui nous l'ont dit. Mais il y a d'autres qui essayent de passer par des raccourcis. Mais la population sent cette chose. L'intelligence, c'est une chose qui se déplace dans l'air, comme le virus. Donc, la même façon que ce virus peut nous détruire, c'est de la même façon que l'intelligence de certains hommes circule également. C'est quelque chose qui devient interplanétaire. Monsieur, votre question, s'il vous plaît, puisqu'il nous reste très peu de temps. Ah, ma question. Oui. Il faut demander aux hommes qui ont les clés de la Terre actuellement, qu'est-ce qu'ils veulent faire de la Terre? Merci beaucoup. Merci, monsieur. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Oui, assez facilement, dire à ce monsieur que ce n'est pas uniquement les élus qui peuvent répondre à ces questions. Je veux dire, il faut qu'il y ait une conscience collective de l'ensemble de la population, et j'allais dire de l'ensemble des terriens, pour savoir ce qu'ils veulent faire de la terre. Je veux dire, les élus ne décrètent pas. On peut effectivement orienter, etc. Mais s'il n'y a pas une volonté de tout un chacun de changer le monde dans lequel nous vivons, serait-ce que par les choix qu'on va faire, je crois que les choses, en tout cas à moi tout seul, malgré toute ma volonté, je ne pourrais pas changer les choses. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faudra apprendre à vivre autrement. Il faudra, oui, saisir cette opportunité pour réfléchir sur notre mode de vie, notre modèle économique, notre modèle social, etc. Voilà, donc nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette émission. Thierry Abelli, donc nous verrons bien après le 11 mai ce qui va se passer. Je sais que cette date est attendue, mais aussi ça permettra aussi de voir un petit peu plus clair sur le territoire de manière globale, mais aussi avec les cas particuliers. Donc vous, élus, vous êtes, on va dire, soudés, vous êtes en phase pour essayer d'avancer en ces temps difficiles. C'est sûr que ce ne sera pas simple, mais j'ai confiance en l'humanité. L'humanité a toujours su se relever des difficultés, et donc il faut rester optimiste. Donc vous êtes optimiste, les Bouillantais sont optimistes. Il faut qu'on aille de l'avant, aussi difficile que ça puisse être. Merci Thierry Abelli d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Demain, soyez au rendez-vous puisque nous aurons un autre élu sur ce plateau et qui aura à cœur de répondre à vos interrogations. Nous irons du côté des parlementaires demain puisque ça sera avec Olivier Servat que nous serons en plateau. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée.